la TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. La 16e réunion du réseau francophone de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme s'est achevée ce jour à Lomé. Les élus ont fait l'état des lieux de la lutte contre ces trois pandémies et proposé de nouvelles stratégies de riposte. Tout comme les 12 premières, la 13e vague de volontaires nationaux vient de prêter serment. Elle est donc renvoyée à sa mission, celle d'appuyer les structures dans lesquelles ces volontaires seront déployés. Et puis, les responsables des administrations fiscales africaines sont en réunion depuis ce matin à Lomé. Ils mettent en commun leurs expertises pour une plus grande mobilisation des recettes. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Démarrés hier au siège de l'Assemblée nationale togolaise à Lomé, les travaux de la 16e réunion du réseau de parlementaires francophones de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme a pris fin ce jeudi. L'on retiendra que des efforts sont enregistrés en matière de lutte contre ces pandémies. Toutefois, nombreux défis restent à relever, notamment l'accès au traitement, les aspects de droits humains également. Le compte rendu avec Nathalie Padiguet. Face à la menace mondiale du VIH-Sida et au regard des défis à l'horizon 2030 en vue d'éradiquer la pandémie, les députés francophones engagés dans la lutte reconnaissent qu'une riposte globale et collective s'impose dans tous les pays et à tous les niveaux. Comme l'indiquent d'ailleurs les données du dernier rapport de l'ONU-SIDA présenté à cette 16e réunion du réseau parlementaire francophone. Il montre qu'on a fait beaucoup de progrès au niveau mondial avec près de 21 millions de personnes sous traitement antirétroviral sur la trentaine de millions vivant avec le VIH. Et le dernier effort qui reste à faire pour atteindre les objectifs 90-90 sont peu, mais il nécessite encore de l'effort, notamment en termes d'augmentation d'accès au traitement, également d'augmentation des financements, notamment les financements domestiques, qu'il faudrait plus voir large, domestiques, on est dans toutes sources de financement au niveau des pays, que ce soit l'État ou encore du secteur privé, et également les aspects de droits humains, notamment en focalisant sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Les recommandations, c'est essentiellement à l'endroit des parlementaires, notamment une meilleure implication sur le terrain, au niveau des exécutifs, renforcer le rôle de plaidoyer. Nous avons fait une recommandation à l'endroit des chefs d'État et de gouvernement de la France et du Canada. Pourquoi? La France et le Canada, c'est les deux plus grands pays francophones, en tout cas en termes de poids économique. Et nous les avons appelés, les premiers responsables de ces deux pays francophones, à s'impliquer davantage, c'est-à-dire à contribuer mieux encore au budget du Fonds mondial afin de mieux contribuer à la prise en charge de ces pandémies. Au terme donc de ces échanges et de partage d'expériences, il est clair que chaque parlementaire devra s'engager de façon permanente afin de contribuer à asseoir un monde plus sain pour tous. Les parlementaires sont les ambassadeurs de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et ils sont là aussi, les parlementaires, pour inciter leurs gouvernements respectifs. On a des parlementaires de 12 pays, par exemple, qui sont là ici et qui, en rentrant dans leurs pays respectifs, rendront compte à leur gouvernement et feront en sorte qu'on puisse lutter le mieux possible contre le VIH, qui, vous le savez, touche le monde entier, contre la tuberculose qui avait disparu totalement dans les pays du Nord et qui fait sa réapparition, et contre le paludisme qui touche beaucoup d'ailleurs l'Afrique. Pour le président de l'Assemblée nationale togolaise, Dama Dramani, la réussite de ces assises de Lomé témoigne de la qualité des relations entre ces parlementaires à vision commune. Il les a félicités pour leur engagement et la détermination à sauver des vies dans le processus de lutte contre le VIH-Sida.
Après ces travaux, les hôtes du Togo ont visité le port autonome de Lomé, précisément Togo Terminal et Lomé Conteneur Terminal. Le port est très moderne, on a pu constater les nouvelles infrastructures qui ont été installées récemment, si j'ai bien compris. Et voilà, donc les portes-conteneurs qui sont très impressionnants à mes yeux. Et de manière générale, la bonne sécurité du port, on vient d'entrer ici dans une zone qui était bien protégée. Et voilà, le sentiment que tout est en marche et que le port est fonctionnel et prêt à accueillir toutes les marchandises nécessaires. La 17e réunion en 2019 aura lieu en Guyane, en France. Et hier, ces députés ont visité également dans l'après-midi les structures de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida au Togo. Il s'agit de l'ONG Espoir Vie Togo à Lomé-Gan et le centre de santé de Lomé. Ces parlementaires sont allés se faire une idée du fonctionnement de ces centres et surtout des avancées enregistrées en matière de lutte contre le VIH-Sida dans notre pays. Nous retrouvons Nathalie Panégué. Quartier Lomé-Gan. Ici, le Centre Espoir Vie Togo, depuis sa création en 1995, améliore les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida à travers la prise en charge psychologique, sociale, médicale et la prévention. De 8 personnes à ses débuts, le centre prend aujourd'hui en charge 3740 personnes infectées, dont 326 enfants. Nous avons aussi un certain nombre de perspectives que nous avons partagées avec ces parlementaires en termes d'avoir des subventions au niveau de l'État, c'est très important. En termes d'avoir du personnel également aux côtés de l'État et aussi de favoriser l'environnement pour la mise en œuvre des activités que nous menons sur l'ensemble du territoire. Deuxième structure visitée, le centre de santé de Lomé, communément appelé Wetri-Vikondi. Dans ce district sanitaire numéro 1, les députés membres du réseau parlementaire francophone de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme ont suivi le bilan de 9 mois d'activité du protocole de la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, PTME. Si la femme n'a pas bien suivi la consultation prénatale ou bien n'a pas bien pris les ARV, la maman peut contaminer son enfant au cours de la consultation prénatale ou bien à la salle d'accouchement. Et à ce niveau, l'enfant est pris immédiatement et est mis sous ARV. C'est ce qui se fait au niveau de la prise en charge pédiatrique. On donne un rendez-vous tous les mois. On met l'enfant sous cotrimodazole pour éviter les maladies opportunistes. Au vu des résultats enregistrés et la qualité des prestations de services en matière de lutte contre le VIH-Sida au Togo, il se dégage un satisfecit général. J'ai été vraiment émue de voir des jeunes comme ça travailler pour leur patrie. C'est quelque chose d'encouragé. Et vraiment, j'ai dit à nos honorables députés collègues du Togo de apporter leur soutien nécessaire. Et ils sont en train de le faire. De là, on est parti, on est venu visiter cet hôpital. C'est l'hôpital de prise en charge VIH, SIDA, tuberculose, paludisme. Il y a une très bonne prise en charge dans cet hôpital. On a bien visité. Nous suggérons l'État vraiment togolais de continuer dans ce sens. La visite se poursuit avec un tour au port autonome de Lomé pour permettre aux hôtes de se faire une idée du fonctionnement de certaines structures du Togo. Et justement, cet après-midi, les parlementaires étaient au port pour cette visite. Autre actualité, une nouvelle vague de volontaires nationaux de compétences a prêté serment ce mercredi à Lomé. L'Agence nationale du volontariat au Togo renvoie ainsi cette 13e vague de volontaires à sa mission, celle d'appui aux structures dans lesquelles cette vague sera déployée et d'œuvrer ainsi pour le développement du Togo. Le compte rendu de la cérémonie avec Dodo Wari et Essoham Théotéo. Je marcherai, j'avancerai, je réussirai et les gens verront. Oui, le chemin est tracé et Pitassa et So ne dira pas le contraire. Il caressait depuis longtemps un rêve, devenir enseignant. Il va donc pouvoir le concrétiser avec sa licence en mathématiques appliquées en pédagogie grâce au volontariat national. Comme ma filière l'indique, mathématiques appliquées à la pédagogie, depuis les classes de seconde, première, terminale, j'étais déjà intéressé à la pédagogie. Donc, je compte faire l'enseignement. Comme l'ANVT, en fait, c'est un an renouvelable une seule fois.
Donc justement après les 1 an ou 2 ans, donc, je pourrais si possible continuer mes études ou bien trouver mieux ailleurs. Lui, tout comme les 500 jeunes de la 13e vague de volontaires nationaux de compétences, ont prêté serment ce jour, symbole du couronnement d'un parcours qui n'était pas gagné d'avance. Des 1190 candidats enregistrés, seuls 500 ont été retenus après les phases de présélection, d'interview et de formation. Leur engagement est salué ici par Damien Mama du système des Nations Unies, pour qui, je cite, sur le chemin du volontariat, vous pouvez trouver le trésor, partageant ainsi ses expériences avec eux. Le volontariat, ce n'est pas seulement l'engagement physique, ce n'est pas seulement l'envie de contribuer au développement de son pays, mais c'est aussi un engagement pour soi-même, un engagement pour sa propre formation et un engagement pour tracer la voie pour soi-même et être prêt pour le chemin professionnel pour lequel on est destiné. Alors si on profite très bien du volontariat et qu'on se forme et on met en place des standards très élevés et qu'on travaille dur, on est en mesure d'en profiter également, non seulement aujourd'hui, mais également pour le futur, comme certains d'entre nous en ont profité en tant que volontaires il y a quelques années. Le programme de volontariat national a fait du chemin depuis 2011. Il a dû surmonter bien d'épreuves pour être aujourd'hui un exemple de réussite très apprécié à l'extérieur. En 2015, 3 autres types de volontariat se sont ajoutés au volontariat national de compétences. Depuis 2015, on a diversifié à 3 autres formes, notamment le volontariat d'engagement citoyen dédié aux jeunes déscolarisés ou sous-scolarisés, le volontariat international de réciprocité qui permet au Togo, en tant qu'un grand pays d'accueil de volontaires étrangers, d'envoyer aussi des volontaires à l'étranger. Et le 3e volet qui s'est ajouté, et pour faire 4, c'est le volontariat senior qui permet de mobiliser des retraités ou des personnes de 3e âge pour travailler avec des jeunes, pour transférer les compétences, pour partager les connaissances et les expériences. Cette diversification de l'offre et les résultats obtenus ont été appréciés du ministre du Développement à la base. Madame Victoire Tomiga Dogbe s'est appesantie sur les valeurs universelles du volontariat et la plus-value attendue de ces jeunes qui s'engagent dans la grande famille des volontaires. Les volontaires nationaux font acte de don de soi à la nation. Ils s'engagent à respecter les obligations du choix qu'ils ont fait, notamment celle d'œuvrer à ce que chaque communauté, chaque Togolais, où qu'il soit et quel qu'il soit, ne se sente pas exclu des efforts de développement du pays. Que ce soit pendant les périodes difficiles, que ce soit dans la mise en œuvre de politiques de développement de notre pays, les volontaires nationaux sur le terrain redonnent l'espoir à notre humanité. Ils contribuent à la fourniture des services de base comme l'éducation, la santé, afin de lutter contre la pauvreté, la faim et l'exclusion sociale. Les volontaires redonnent ainsi un sens aux valeurs sur lesquelles notre nation est bâtie et contribuent à ce que les retombées du développement durable profitent à tous et à toutes. Dans cette 13e vague de 500 jeunes, nous avons près de 300 volontaires mobilisés pour le secteur de l'éducation. Mobilisés depuis 2017 dans le cadre d'un projet de renforcement du système éducatif en milieu rural et semi-urbain, les volontaires nationaux de l'éducation iront renforcer les effectifs déjà en mission sur le terrain et veilleront à ce que plus aucun enfant togolais ne soit exclu d'une éducation de qualité. Et ils ont fait le serment aujourd'hui d'accomplir leur mission avec dévouement, engagement, humilité et professionnalisme. Des principes qui sous-tendent le volontariat universel ici et partout dans le monde et que j'invite nous tous ici présents à faire nôtre.
Avec ses 500 jeunes diplômés sans emploi ou primo-demandeurs d'emploi, à qui des kits d'affectation ont été remis à cette occasion, le nombre total des volontaires nationaux de compétences s'élève aujourd'hui à 20 359. Les acteurs régionaux directement impliqués dans la mise en œuvre du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPER ont été formés sur les nouvelles orientations du dit projet afin qu'ils se l'approprient. Et c'était lundi dernier dans la région centrale. Les précisions avec la correspondance de Lamarck Bojona. Après la revue à mi-parcours, le projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural PNPER est entré dans une phase transitoire. Le projet a été recadré et a changé d'ancrage institutionnel en passant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel. Cette rencontre des acteurs de la région centrale permet de s'imprégner des nouvelles dispositions. Je remercie le projet PNPR. Sinon, sans PNPR aujourd'hui, je ne vois pas ce que je devais faire pour avoir le tracteur. On nous a enregistrés. Après, on nous a appelés à Sokodé pour la formation. Bon, on a suivi la formation pendant une semaine. C'est après la formation maintenant, on nous a donné les plans d'affaires. Bon, après les plans d'affaires maintenant, et le PNPR nous a financé. Pour le moment, on n'a pas encore eu le financement, mais nous avons fait la demande pour pouvoir asseoir l'entreprise confortablement, faire une production massive et livrer bien sûr le marché local et le marché international. Donc, la demande que nous avons faite pour recevoir le financement des PNPR, nous espérons bien que nous allons le recevoir pour vraiment mener notre activité à bon port. Le chef d'agence d'OSI, région centrale représentant Madame le secrétaire d'État auprès de la présidence de la République chargé de l'inclusion financière et du secteur informel, a salué l'accompagnement du FIDA dans le processus de relance du projet. Il a invité à cet effet tous les partenaires à mettre leurs compétences et savoir-faire à la disposition du projet pour l'atteinte des objectifs du PNPER. La journée mondiale de l'habitat, célébrée tous les premiers lundis du mois d'octobre, est axée cette année sur la gestion municipale des déchets solides. Et parlons justement de la gestion des ordures. Le Togo a fait des efforts. Il a mis en place un centre d'enfouissement technique d'ordures construit à Akepe. Et dans le cadre de la célébration de cette journée, justement, une délégation du ministère en charge de l'habitat a visité plusieurs sites de traitement d'ordures, dont celui d'Akepe. Le compte rendu de la visite avec Ferdinand Diasso. Qu'elles soient ménagères ou industrielles, les ordures meublent les dépotoirs sauvages à tout coin de rue. Un danger pour la santé publique. En 2010, par exemple, la production individuelle de déchets par jour était estimée à 0,8 kg. Une estimation qui pourrait atteindre 5,9 milliards de tonnes dans le monde si rien n'est fait. Voilà qui nécessite la mise en place des systèmes adéquats de gestion des ordures. Et le centre d'enfouissement technique de déchets construit à Akepe est capable d'accueillir 300 000 tonnes par an, et ce, sur au moins 20 ans. Cette visite de terrain de la délégation du ministère en charge de l'urbanisme s'inscrit dans les activités marquant la 33e journée mondiale de l'habitat. Nous avons visité les sites de décharge que nous avons donc dans le Grand Lomé. Nous sommes ici sur le centre d'enfouissement technique d'Akepe. Et là, il y a lieu de saluer les efforts du gouvernement qui ont permis donc de mettre en place ce centre technique d'enfouissement des ordures. C'est également le lieu de lancer un appel pour le comportement citoyen en vue de permettre une gestion beaucoup plus citoyenne de tous ces déchets solides-là. Deux autres centres ont également fait l'objet de la visite. La société Africa Global Recycling et le centre Ampro. Partout, les ordures de tout genre sont récupérées, triées, puis transformées.
L'objectif de notre centre aujourd'hui, c'est de récupérer tout ce qui est recyclable comme déchets ici et ensuite de les recycler pour ne pas les retrouver après à la décharge publique de Lomé. Les produits finis sont de tout produit de consommation de nos jours, tout ce qui est à base de plastique, à base de papier, les papiers, les cahiers, les livres et tout ce qui est métal, nous les recyclons tous. La journée mondiale de l'habitat est célébrée tous les premiers lundis du mois d'octobre. Elle interpelle pour cette année la municipalité à la gestion des déchets solides. Mais au-delà, c'est bien l'affaire de tous en posant des actes citoyens en vue d'assainir davantage nos villes. Un centre qui est une réponse aux problèmes environnementaux de l'heure. Et l'Union chrétienne des jeunes gens a observé justement une journée dédiée à la protection de l'environnement. Les activités de la dite journée étaient basées sur les objectifs de développement durable avec un accent porté sur l'objectif 12 qui stipule d'établir des modes de consommation et de production durable. Les précisions avec Arnaud Kili. La planète Terre en pleine ébullition. Chaque année, des millions d'hectares sont dévastés, des montagnes de glaciers se fondent et les catastrophes naturelles ne cessent d'accroître le nombre de victimes. Une situation qui sème la désolation lorsqu'on pense à l'avenir de notre planète. Au sein de l'Union chrétienne des jeunes gens, la problématique est ici évoquée au Forum sur l'environnement. David, lui, pense à travers son invention tirer l'attention des communautés sur la gestion et le recyclage des déchets solides. Une lampe que nous avons créée à partir des objets déjà usés. On peut voir qu'il y a des cuillères qui sont des cuillères en plastique qu'on a déjà utilisées, qu'on a coupées pour faire la décoration. Et après ça, on a utilisé les boîtes d'eau déjà usées qu'on a utilisées pour le faire bouger. Après les fêtes, il y a ces genres de choses qui pullulent partout. Et donc, nous avons décidé de les utiliser pour créer une lampe. Je pense que ceci aura un impact sur l'environnement et surtout sur la population parce qu'on aura à utiliser des plastiques déjà utilisés et cela va contribuer à réduire le nombre de plastique qui est en train de polluer l'environnement. C'est donc l'ODD 12 qui est mis en exergue. Cet objectif de développement durable invite les communautés à établir des modes de consommation et de production durable. Et cette exposition démontre que tout est encore utile, même déjà utilisé. Nous faisons la promotion des ODD et aussi amener les jeunes à pouvoir sensibiliser les gens sur comment réellement s'impliquer dans la préservation de l'environnement. Mais aussi amener les gens à découvrir comment on peut redonner vie à des choses qu'on pense inutiles, qu'on doit envoyer à la poubelle. Nous, comme une organisation mondiale de la jeunesse, nous avons l'obligation de regrouper et remettre les jeunes ensemble pour aider à cette évolution. C'est maintenant la question d'éviter les déchets, les poubelles, de réduire la consommation plastique. L'Union chrétienne des jeunes gens a pour vision de renforcer les capacités des jeunes pour la renaissance africaine et se donne pour mission de bâtir une jeunesse capable de défendre la justice sociale et la paix par la promotion de la culture du leadership. Cette organisation internationale partage les valeurs d'engagement, d'honnêteté et de responsabilité. Aujourd'hui, jeudi, 4e jour du recensement électoral dans la première zone au Togo. Partout, les populations se mobilisent pour avoir leur carte d'électeur. Et c'est sans répit que les opérations s'effectuent. Même à midi, les candidats à l'enrôlement sont présents. Vous allez les voir au centre de recensement et de vote de l'EPP à Agbalépé Dogan et à Agoué. C'est sur un compte rendu d'Augustin Kossi. Dans les locaux de l'EPP à Agbalépé Dogan, des citoyens à l'enrôlement à la file indienne. Dans les rangs, Ankou Agblehoué. Lui, il a saisi la pause du midi pour se faire éditer sa carte d'électeur. Je suis là pour établir ma carte d'électeur, étant un devoir civique pour moi. Il est midi, je suis de retour du boulot. Je voulais le faire vite et repartir dans l'après-midi. Mais il va falloir patienter puisqu'ils sont nombreux à attendre leur tour. À tour de rôle, ils se succèdent pour accomplir ce qu'il convient d'appeler un devoir civique. Puis vient le moment. Ankou va suivre, étape après étape, le processus d'enrôlement. Là, je viens d'avoir ma carte et ma carte d'électeur.
Bon, pour en arriver là, il y avait de la queue. Donc j'ai dû attendre pour que ces gens finissent avant. Dans ce centre, il y a 7 comités de liste et cartes. À chaque niveau, visiblement, les opérateurs de saisie s'activent pour satisfaire tout le monde. Au centre de recensement et de vote numéro 2, c'est avec fierté que Pidinam a reçu sa carte d'électeur. Cette année 2018, la carte qu'on nous a fait, c'est très magnifique. Et puis ça n'a pas traîné comme auparavant. Maintenant, je suis prête pour les élections. À quelques kilomètres de là, le lycée Aguenon. Ici, à la mi-journée, ils sont nombreux à se faire enrôler. Kodjo Biolom vient de s'acquitter de ce devoir civique. Avoir une carte d'électeur, c'est un droit civique. Dès lundi qu'on a commencé, j'avais un peu hésité. À partir d'hier, j'ai décidé de venir aujourd'hui voir si je pouvais avoir la carte. Effectivement, je viens de l'avoir tout de suite. À ce rythme, ce centre pourra enrôler un nombre important d'électeurs à la clôture des opérations de la journée, nous rassurent les opérateurs de saisie et les autres agents du comité. Et cela jusqu'au 8 octobre, date prévue pour la fin du recensement électoral dans la première zone. Ici, l'on salue la décision prise par la CENI pour ramener l'heure de fermeture des centres de recensement et de vote à 17h. 4e jour donc du recensement électoral au Togo. Les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes ou nourrices, bref, les personnes vulnérables vont également se faire enrôler pour disposer de leur carte d'électeur. Vu leurs conditions, il y a des facilités qui leur sont accordées pour leur éviter des heures d'attente. Dans ce dossier de Lucassi, nous allons découvrir ces personnes vulnérables en situation d'enrôlement sur le terrain. Il est 15 h au centre de recensement et de vote du CEGP Le Gougan à Kégué. Malgré l'heure un peu avancée, la queue pour se faire établir une carte d'électeur ne tarit pas. Et parmi ces personnes en attente de se faire enrôler, on dénombre des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des femmes enceintes et celles portant leurs enfants. Dame Kossiwa fait partie de ces personnes en situation de vulnérabilité. Un peu âgée, elle a bénéficié d'une situation atténuante pour se faire établir sa carte d'électeur dans un temps record. C'est le cas également de Birenam Tekpi, arrivé ici avec son enfant. Quand je suis venue faire ma carte d'électeur, on m'a bien reçu, ça s'est bien passé. Bon, on m'a laissé rentrer rapidement parce que j'ai un enfant qui me dérange beaucoup. C'est pourquoi on m'a laissé rentrer faire rapidement. Bon, j'ai mis à peu près 10 minutes à le faire. Au cours de leur formation, les agents des comités de liste et cartes CLC ont été instruits sur les facilités à accorder aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, aux femmes enceintes et celles portant leurs enfants reconnus vulnérables dans la société dans l'établissement de leur carte d'électeur. Les personnes âgées sont des personnes privilégiées. Ils arrivent, ils ne restent pas dans les rangs. Ils viennent en même temps. On les inscrit sur la fiche et on les passe en première position. Donc on les facilite la tâche de pouvoir passer et de repartir vite. De même pour les femmes enceintes, des personnes handicapées. Disposer de sa carte d'électeur est un devoir citoyen et civique dont a droit tous les citoyens de la société. Direction Tchaoudjor, où les cadres du parti UNIR de la zone ont procédé à la remise et à la mise en terre de 2000 plans d'anacarde couplés de la remise de kits scolaires aux meilleurs élèves de Bouda et de Kedikanjo. Et la cérémonie a été sanctionnée par un match de football. Le compte rendu avec la marque Bojona. Les communautés de Bonda et de Kichikanjo dans la préfecture de Tchaoudjou bénéficient de 2000 plans d'anacarde offerts par le parti UNIR. La remise de ces plans, coprésidée par le ministre Agadazi et le vice-président du parti UNIR, Atchadeji, vise à appuyer la filière anacarde pour une bonne production. Ce dont vient appuyer les efforts du ministère chargé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à travers le programme national de développement PND.
L'objectif est de booster la culture de la filière anacarde dans la préfecture de Tchaoudjo et de créer des emplois décents à la population et ensuite de réduire de façon considérable la pauvreté. C'est le lieu de remercier très sincèrement le chef de l'État, son Excellence Faure Rissoz Mnanya Singbe, au nom de tous les cadres de la préfecture de Tchaoudjo qui ne ménagent aucun effort pour le développement des communautés à la base. La réception a été suivie de la mise en terre des plans. Les cadres du parti UNIR ont chacun observé cette opération, signe de leur appui à la filière. Les 2000 plants seront mis en terre sur une superficie de 20 hectares pour booster la production. Le ministre Agadazi, le président de l'Union musulmane Inoussa Bouraïma et le vice-président UNIR chargé de la région centrale à Tchadéji ont tour à tour apporté des éclaircissements sur les opportunités d'affaires qu'offre cette filière. La sensibilisation a pris fin par un match de football de deux de coupe et la remise de kits scolaires à 200 meilleurs élèves, 100 de chaque localité. Et un mot encore du recensement électoral qui se poursuit. Et le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, porte à la connaissance du public et de tous les agents électoraux qu'à partir d'hier, mercredi 3 octobre 2018, les centres de recensement et de vote s'ouvrent à 7h et se fermeront à 17h au lieu de 16h jusqu'à la fin du recensement dans toute la zone 1. Le président de la CENI remercie chacun et chacune pour leur mobilisation. Et nous ouvrons maintenant la page des sports de ce jeudi avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude habillé en pagne aujourd'hui. Claude, bonsoir. Ouais, je t'imite là. Bonsoir Anita. Merci Claude. Claude, le bureau exécutif de la Fédération togolaise de Maracana était face à la presse nationale hier. De quoi était-il question? Anita, du 27 au 30 septembre dernier, les éperviers maracanais étaient à Abidjan pour la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Les nôtres qui étaient en finale au niveau des super seniors et des seniors ont malheureusement courbé les chines face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Du retour au Bercail, le bureau exécutif a présenté le bilan de la participation de nos deux équipes. Reportage, Laurent Oumavo, récit Jean Pédéchi. Parti à Abidjan avec la ferme conviction de revenir au pays avec les 2 trophées mis en jeu, les éperviers maracaniers n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Mais ils n'ont pas pourtant démérité en se classant vice-champions dans les 2 catégories, seniors et super seniors, devancés par la Côte d'Ivoire, pays organisateur. La participation togolaise à la compétition reste honorable. Pour remporter une coupe, il faut d'abord aller en finale. Nous étions en finale et tout s'est joué sur un certain nombre de détails qui ne nous ont pas permis d'obtenir les 2 coupes. Pour nous, le bilan, il est positif. Il est même très positif au regard des conditions dans lesquelles nous avions préparé cette participation, les difficultés que nous avons eues, que nous avons essayé de surmonter progressivement avec l'aide des uns et des autres. Et je saisis cette occasion ici pour remercier ceux qui ont été les contributeurs, qui ont permis que notre participation soit une réalité. Le Togo a reçu la médaille d'or du fair play et également la médaille d'or du meilleur buteur qui est togolais. Donc, au regard de tout cela, pour nous, le bilan a été plutôt positif. Les Maracaniers togolais ont fait preuve au cours de la compétition de beaucoup de courage et de combativité pour se hisser en finale. Ça a été entièrement le fruit d'une certaine volonté manifestée par les joueurs togolais. Les gars sont à féliciter. Nous avons été en finale grâce à la détermination et la volonté de nos joueurs. Aujourd'hui, franchement, je leur jette des fleurs et je leur demande d'être toujours disponibles pour servir la nation. Fini la CAN Maracana 2018. Les Maracaniers togolais, dans la recherche de l'excellence, entament dans les prochains jours les préparatifs pour la CAN 2019.
Et Claude, après le Maracana, place au football avec le tournoi de l'amitié à Dacha qui s'est achevé le week-end. Cette finale a vu le sacre du club Okpodjiwe qui a disposé de Akpekpe à l'épreuve des tirs au but 6-5. Tiens-Putuba pour plus de précision. La promotion du vivre ensemble, de la paix et la concorde est passée pour la 7e fois par le football dans le canton de Dacha. Nous sommes bien sûr dans la préfecture de Logou, avec pour chef-lieu Atakpame, connu comme la localité aux 7 collines. Cette année, 10 clubs tous de Dacha ont pris part à la compétition, dont la finale a opposé sur le terrain du lycée le club Okpodjiwe en maillot blanc à celui d'Akpekpe en vert. Finale qui a tourné sans but, malgré des velléités offensives ça et là. Puis la fatidique séance des tirs au but, à l'issue de laquelle Okpodjiwe plus adroit l'a emporté 6 tirs à 5. Le triomphe revient au projet fédérateur du mouvement citoyen pour la paix et le développement, initiateur de la compétition. Le projet, c'est unir les gens, unir les filles et les fils de ce milieu autour du chef de l'État, autour de la vision du président fort, naturellement, et celui qui nous trace la voie à suivre. Et je crois que tout au long de cette finale, nous avons également profité pour sensibiliser nos frères et nos sœurs d'aller s'enrôler le 17 octobre prochain. Sensibilisons également les gens sur la citoyenneté et qui sont des facteurs qui amènent le développement et également la paix. Nous avons compris que la paix est très importante pour nous parce que c'est celle-là qui nous permet de se développer. Cette 7e édition du tournoi de l'amitié à Dacha a été fermée par la traditionnelle cérémonie de récompense des acteurs. Une dernière information. Oui, non, Anita, ainsi prend fin la page des sports de ce jeudi 4 octobre 2018. Samedi, Jean, Kofi Dédié et moi donnons rendez-vous aux amis sportifs à travers le magazine Sport et Détente. Et nous, on se retrouvera jeudi pour d'autres informations sportives et peut-être avec un autre beau panier. Pourquoi pas. Ce communiqué pour terminer cette édition, la direction générale de la Société des transports de Lomé-Sautral porte à la connaissance de son aimable clientèle que pour des raisons liées à l'opération Togo Propre qui se déroulera ce samedi 6 octobre 2018, les bus de la Sautral commenceront leur service à partir de 8 heures précises. La direction générale vous remercie pour votre bonne compréhension. Et ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.